Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. J'ai déjà fait plusieurs vidéos au sujet du VO2 max parce que c'est une métrique essentielle dès lors qu'on parle de sport d'endurance. En plus, c'est un indicateur qui s'est généralisé sur toutes les montres cardio GPS, donc il y a pas mal de gens qui se focalisent dessus dès lors qu'ils analysent leurs entraînements, ou plutôt les effets de leurs entraînements, c'est-à-dire est-ce que mes efforts à l'entraînement payent et que mon VO2 max augmente. Mais après, le score de VO2 max, c'est pas une fin en soi. Je me souviens d'un message que j'avais reçu de quelqu'un qui me disait « J'ai un VO2 max de 49, quel entraînement est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à 50 ?» Bah non, vous trouverez nulle part un plan d'entraînement pour arriver à 50, un autre pour arriver à 55 et puis un autre pour 60. Alors, il y aura deux parties dans cette vidéo. Dans la première, je vais vous parler de la batterie de tests qu'ont passé une quinzaine de marathoniens pour être sélectionnés par Nike pour le projet Breaking 2, qui visait à passer pour la première fois sous la barre des 2 heures au marathon. Et vous verrez que Kipchoge n'est pas celui qui avait le plus gros VO2 max. Et dans la deuxième partie, je vous parlerai d'une autre étude scientifique qui explique carrément que ça peut même être contre-productif d'avoir un énorme VO2 max. On commence par la sélection de Kipchoge pour Breaking 2, c'était en 2017, et dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Applied Physiology. Nike a fait passer des tests à 16 marathoniens dont les records perso moyens étaient de 1 heure sur semi et 2h08 sur marathon. Le choix du poulain n'était pas si facile qu'il en a l'air. En effet, à l'époque, c'est Zerzenay Tatez qui détenait le record du semi-marathon en 58 minutes 23. C'était une allure qui était largement suffisante pour atteindre l'objectif de 2 heures sur marathon. Mais son record perso sur marathon, il n'était que de 2h10 41 secondes. D'où la batterie de test conduite par une équipe de scientifiques pour choisir le poulain le plus à même de passer sous la barre des 2 heures sur marathon. Alors, ils ont commencé simplement par des mesures anatomiques, taille, poids, volume des poumons, masse graisseuse, circonférence et longueur de différentes parties de la jambe et du pied. Pas très intéressant pour nous. Ils ont ensuite étudié plus finement 10 coureurs. Alors déjà, ça vous surprendra peut-être, mais 6 sur les 10 avaient une attaque avant-pied et 4 une attaque talon. De manière générale, les meilleurs coureurs étaient ceux qui avaient le plus petit de temps de contact au sol lorsqu'ils couraient. Ça, on le sait depuis longtemps, plus le temps de contact au sol est faible, plus on court vite. Ah, vous venez de découvrir enfin à quoi sert cette métrique que vous donne peut-être votre montre GPS. Après, ils sont passés par le fameux test de VO2 max sur un tapis de course dans un labo. Le VO2 max moyen de tous ces candidats, eh bien, c'était 71 ml d'oxygène par kilo par minute. C'est pas si énorme que ça en fait. Quand on regarde la page Wikipédia du VO2 max, on découvre que ça peut aller bien plus haut chez d'autres athlètes de sport d'endurance. Par exemple, on a Oskar Svensson qui était à 97, c'est un cycliste, Kilian Jornet qui est à 92 ou Miguel Indurain à 88. Et à côté de ça, l'éventail des VO2 max des candidats de Breaking 2 allait de 62 à 84. Sans déconner, 62. Alors moi perso, j'ai jamais réalisé de test en labo, mais le dernier test de performance de course à pied que j'ai réalisé avec une Vantage V2 estimait mon VO2 max à 54. Et sinon, avec l'algo de Garmin, ça oscille plutôt dans les 50 et 52. Et là, on parle de champions qui se défendent avec un VO2 max de juste 62. Alors, ça s'explique par le fait que le VO2 max ne suffit pas pour prédire les performances d'un sportif. Les scientifiques ont alors étudié l'efficacité de la foulée. Les tests ont mesuré l'énergie dépensée à une allure de course donnée. Comme c'est impossible à mesurer directement sur un sujet vivant et en mouvement, on mesure en fait sa consommation en oxygène, c'est pour ça qu'il court avec un masque sur le visage, en sachant qu'il y a une relation de proportionnalité entre l'oxygène consommé et l'énergie qui est dépensée. Cette relation de proportionnalité, elle est évidemment valable que sur un effort en aérobie. Elle cesse dès lors que la filière anaérobie se met en route. Eh bien, figurez-vous que les chercheurs ont trouvé une relation proportionnelle inverse entre le VO2 max et l'efficacité chez certains de leurs cobayes.
Ceux qui avaient un VO2 max élevé avaient une mauvaise efficacité et ceux qui avaient un VO2 max faible compensent par une meilleure efficacité dans leur foulée. Ça sera l'objet plus précisément de la deuxième partie de cette vidéo. Ensuite, le troisième paramètre auquel se sont intéressés les scientifiques traduit la capacité d'un coureur à tenir une allure cible sur toute la distance d'un marathon. C'est le seuil lactique. Sur les 16 marathoniens étudiés, seuls 7 étaient capables de fonctionner en aérobie à 21,1 km/h. Alors juste pour replacer les choses, les mecs sont en aérobie à 251 au kilomètre. Ok, bon, c'est des champions. Les 9 autres étaient déjà en mode anaérobie. À partir de là, on imagine bien que le poulain de Nike pour Breaking 2, il allait être choisi parmi les 7 premiers. Tout simplement parce que si l'allure visée est au-dessus de la vitesse critique, la vitesse au seuil lactique, eh bien on se doute que les coureurs, ils allaient avoir du mal à tenir cette vitesse critique pendant 2 heures. Après, je vous la fais courte, à la fin, c'est Eliud Kipchoge qui a été sélectionné par Nike. Maintenant, on va revenir sur cette relation proportionnelle inverse entre VO2 max et économie de course. Si vous regardez la page Wikipédia du VO2 max, vous remarquerez que sur les 10 plus gros VO2 max, on trouve quasiment pas de coureurs. C'est le plus souvent des cyclistes ou des skieurs de fond. Les deux exceptions, c'est Kilian Jornet et Matt Carpentier qui ont 92 tous les deux. Mais il n'y a aucun marathonien par exemple. Eh bien, figurez-vous qu'une autre étude scientifique du Journal of Applied Physiology s'est intéressée à un jeune cycliste suédois qui s'appelle Oskar Svensson. À l'occasion d'un test VO2 max à ses 18 ans, il a tout simplement décroché le record du monde, 97,5 ml d'oxygène par kilo par minute. Et pourtant, vous avez probablement jamais entendu parler de lui. C'était un cycliste, il a été champion du monde de contre-la-montre junior en 2012, mais après, il n'a pas percé, il a eu des blessures et il a tout simplement même arrêté le cyclisme en 2014. Alors comment ça se fait qu'il ne soit pas devenu un immense champion avec un tel VO2 max? Pour faire simple, les deux scientifiques de cette étude ont montré qu'Oskar Svensson n'était pas du tout efficace. En gros, il avait un énorme moteur de Ferrari, mais il gaspillait de l'essence à mort. Donc finalement, quelqu'un qui a un plus petit moteur, c'est-à-dire un plus petit VO2 max, mais un moteur plus efficace, c'est-à-dire capable de produire plus de puissance en consommant la même quantité d'oxygène, eh bien, il pouvait tout à fait battre Oskar Svensson. Alors il faut savoir qu'en 1991, Michael Joyner avait modélisé la meilleure performance sur marathon à partir de facteurs physiologiques. Son raisonnement était le suivant. À partir de mètres, c'est le seuil lactique qui détermine quel pourcentage du VO2 max on peut tenir pendant une épreuve d'endurance. Pour info, les tests de Breaking 2, le seuil lactique moyen des marathoniens qui étaient étudiés, c'était 83% de VO2 max. Ensuite, il faut rentrer l'économie de course dans l'équation qui va permettre de calculer l'allure à laquelle on court lorsqu'on est au seuil lactique. Et donc, la modélisation de Michael Joyner arrive à un record théorique possible sur marathon de 1h57 et 58 secondes. Ça, c'est si on prend un coureur avec le meilleur VO2 max, le meilleur seuil lactique et la meilleure économie de course. Oui, mais si on revient à l'étude d'Oskar Svensson, ce qu'ont trouvé les chercheurs pendant les 5 ans où ils lui ont fait passer des tests, c'est que certes son VO2 max a augmenté avec l'entraînement, mais que son efficacité a baissé en parallèle. Elle est passée de 21,5% au début à une valeur comprise entre 19,8 et 20,5% après. Et surtout, après l'arrêt de sa carrière cycliste, son VO2 max a chuté, mais son efficacité est remontée à 22%. Donc, quand on augmente la cylindrée du moteur, eh ben, son efficacité diminue et vice-versa. Alors, ça montre déjà que dans les sports d'endurance, il y a deux façons de s'améliorer. Soit on améliore l'apport en oxygène aux muscles, c'est le VO2 max, soit on améliore l'utilisation de l'oxygène par les muscles. Bon, maintenant, on en fait quoi tout ça, vous et moi, lorsqu'on s'entraîne? Eh bien, tout simplement avec des entraînements VO2 max type du fractionné, alors plus ou moins court, hein, ça peut aller du 30-15, 30-30 ou jusqu'à des intervalles longs de 3 à 5 minutes. On va améliorer le VO2 max, c'est-à-dire la livraison d'oxygène aux muscles, ou plutôt la quantité d'oxygène livrée aux muscles.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment améliorer spécifiquement l'efficacité. Apparemment, c'est sur des efforts longs et à faible intensité que nos muscles sont les plus efficaces. C'est là qu'ils utilisent le plus les graisses et qui convertissent le mieux cette énergie en puissance. On en revient au mantra habituel de « il faut courir lentement pour courir vite ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger les entraînements à faible intensité, même si on veut battre son record personnel sur une course. Mais au moins, maintenant, j'espère que vous avez mieux compris pourquoi. Et que finalement, si vous faites que des entraînements visant à améliorer votre VO2 max, vous allez peut-être plomber votre chrono final le jour de la course, parce que vous aurez augmenté votre VO2 max, mais que votre efficacité de course aura baissé. Après, il ne faut pas non plus mal interpréter les conclusions. On ne dit pas qu'il faut arrêter les entraînements visant à augmenter le VO2 max, c'est pas ça. Il y a bien un lien entre VO2 max et performance dans tous les sports d'endurance. C'est juste qu'il ne faut pas être obnubilé par le VO2 max et chercher à tout prix à l'améliorer. On a vu qu'à un moment, ça devient contre-productif et qu'il vaut mieux avoir de la variété dans son entraînement parce qu'il y a d'autres facteurs physiologiques comme le seuil lactique ou l'efficacité tout simple du traitement de vos mitochondries qui entrent en compte. Et si on veut aller encore plus loin, on peut même dire que le sport, ce n'est pas qu'une affaire de statistiques. Il y a énormément de facteurs qui entrent en compte, dont certains comme les forces morales, le mental, qui ne pourront jamais être mesurés par aucune montre. Donc un prédicteur de temps de course, que ce soit de Garmin ou de Coros, il ne pourra jamais être parfait. À ce sujet d'ailleurs, malgré les années de data que j'ai dans Garmin Connect, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo d'analyse d'un marathon que j'avais fait comme ça, sans prépa, pour m'amuser, que j'avais largement battu le chrono que m'annonçait le prédicteur de temps de course de Garmin Connect.